Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je m'appelle Emmanuel Mété, je suis le directeur général de l'EDEC. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré au fonds Génération Powered by EDEC. Ce soir, je serai accompagné par Nicolas Sellier, cofondateur de Ring, par Didier Kuhn et Sandra Armstrong, qui sont deux diplômés qui portent ce projet Venture, et enfin par Maëlie Gillet, qui sera là pour modérer les questions. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, posez-les dans le chat, et on fera notre mieux pour y répondre. Voilà, donc merci infiniment de votre présence. On avait 800 inscrits pour ce soir, et très heureux d'être en votre compagnie pour parler de ce projet. Alors, pourquoi l'EDEC a-t-elle décidé de créer ce fonds venture qu'on a appelé Generations Powered by EDEC? La mission de l'EDEC, c'est de mettre le business au service des générations futures. Et finalement, quoi de mieux que des entrepreneurs pour agir positivement au service de la société, au service des générations futures? Ce fonds EDEC Venture, ce fonds Génération Powered by EDEC, c'était un peu le chaînon manquant de l'écosystème entrepreneurial à l'EDEC. L'EDEC, c'est une école qui a l'entrepreneuriat dans son ADN. Elle a été créée en 1906 par des grandes familles entrepreneuriales du Nord. Il suffit également de regarder le track record de nos diplômés en matière de création et de création d'entreprise et leur réussite. L'EDEC est allé en tant qu'école s'installer à Nice à une époque où avoir un deuxième campus, ça ne se faisait pas. Il y a eu la merveilleuse aventure de scientifique bêta par laquelle l'EDEC a montré, et c'est assez unique au monde, qu'on pouvait monétiser et avoir de l'impact grâce à la recherche des professeurs. Et puis l'EDEC, c'est aussi des programmes de formation à l'entrepreneuriat, en master, en bachelor, avec des étudiants qui viennent du monde entier. C'est des incubateurs à Lille, sur le campus Jean Arnaud, à Nice, avec Eurecom, l'Institut Mines Télécom, à Station F à Paris, donc sous la houlette de Justine Soulier. C'est aussi un centre d'entrepreneuriat responsable, sous la responsabilité du professeur Ludovic Cailluet. Donc, c'est beaucoup d'éléments. Et donc, il nous manquait ce fonds d'investissement dont on rêvait finalement depuis longtemps. Et l'école s'engage dans ce fonds, les diplômés s'engagent dans ce fonds, la fondation EDEC s'engage dans ce fonds. La fondation va mettre entre 7 et 12 millions d'euros, l'école va mettre 2 millions d'euros, l'association des diplômés 1 million d'euros, et puis les diplômés, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, vont également, je l'espère, investir en masse dans ce fonds, ce qui nous permettra d'arriver à un closing, si tout va bien, un premier closing de 20 millions d'euros. Voilà. Alors j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Nicolas Sellier, qui est cofondateur de Ring Capital, qui est la société avec laquelle l'EDEC a décidé de s'associer pour monter ce fonds Venture Generations Powered by EDEC au service des générations futures. Nicolas, je te laisse la parole. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Nicolas Sellier, donc je suis le cofondateur de Ring Capital. Et Ring Capital, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement impact qui est un des leaders dans l'écosystème impact européen, qui s'est construit sur quelques convictions assez claires, mais très fortes, que nous partageons en très grande partie avec l'EDEC, et qui nous a permis d'avoir une forte communauté de valeurs entre deux acteurs qui veulent contribuer tous les deux à aligner la performance économique, l'investissement, l'entrepreneuriat à la recherche de solutions à nos grands défis sociaux et environnementaux. Ces convictions, elles sont au nombre de trois principales. On a la conviction sharing qu'il est nécessaire de trouver un nouveau modèle de croissance qui prenne en compte les limites planétaires, mais également les limites des personnes humaines. On a aussi la conviction qu'une grande partie des solutions viendront à ces grands sujets, à ces grands défis sociaux et environnementaux, viendront des entrepreneurs, pas des entrepreneurs tout seuls, des entrepreneurs en collaboration avec des associations, avec l'État, mais que les entrepreneurs seront pourvoyeurs des solutions dont notre monde a besoin. On a la très forte conviction aussi que l'impact est un nouveau paradigme, que l'impact est devenu un peu un buzzword depuis quelques mois, mais l'impact, c'est vraiment une responsabilité collective des acteurs économiques pour que la performance économique soit alignée avec la performance sociale ou environnementale et contribue à apporter des solutions. On pense également que c'est une opportunité historique de performance pour les acteurs, pour les entrepreneurs des prochaines générations. Dans la même façon que
les sociétés qui ont capturé le plus de valeur au cours des 3 dernières décennies sont des sociétés qui ont intégré le digital, non pas en externalité, mais le digital au cœur même de leur activité, au cœur de leur processus, au cœur de leur pratique. De la même façon, on a la forte conviction que les entreprises qui créeront le plus de valeur dans les prochaines décennies sont celles qui mettront vraiment l'impact au cœur même de leur proposition de valeur, de leur comportement, de leurs pratiques et de leur process. Voilà, et dans ce contexte, on a la conviction que nous, autres investisseurs, on a un rôle clé pour diriger les capitaux et l'épargne vers les entrepreneurs qui bâtiront ces solutions à nos problèmes sociaux et environnementaux. Mais qu'en investisseur, on a aussi une responsabilité qui est celle d'accompagner ces entrepreneurs dans leur croissance pour que leurs entreprises soient performantes, pérennes, et dans la mesure où elles portent des solutions à l'impact, ben que par leur performance, les entreprises soient très contributives, à nos problèmes sociaux et environnementaux. Voilà, donc Ring, aujourd'hui, c'est une société, un fonds d'investissement qui a une et une seule mission. Notre mission, c'est de financer et d'accompagner les entrepreneurs qui développent les solutions aux défis environnementaux et sociaux du monde. De façon peut-être moins visible, mais tout aussi profonde, il s'agit aussi d'entrepreneurs qui ont innové pour aligner leur business model, pour aligner leur performance économique à leurs objectifs d'impact. De façon, on a mis quelques exemples sur de sociétés qu'on accompagne. Typiquement, Castali, qui est une société qui est montée par un garçon qui a été toute sa vie engagé pour la préservation des océans. Castali loue des fontaines à eau et des kits et des bouteilles en verre à des restaurants, à des hôtels, à des entreprises, de façon à ce que une fontaine louée chaque mois, c'est en moyenne 600 bouteilles en plastique évitées, et c'est autant de CO2 carbone lié au transport des bouteilles qui est évité. Donc, plus Castali est performant, plus Castali fait du chiffre d'affaires, plus le nombre de bouteilles en plastique évitées est important, et plus le nombre de CO2 dû au transport de ces bouteilles, qui parcourent en moyenne 700 km entre l'embouteillage et la consommation, plus l'évitement de CO2 transport est important. Donc voilà le principe. Aujourd'hui, Ring, c'est 4 fonds, 400 millions d'euros sous gestion, un peu plus de 30 sociétés accompagnées et financées, et une vingtaine de personnes, un peu plus de 20 personnes qui contribuent à financer les entrepreneurs qui ont à la fois un très fort potentiel de croissance et dont le cœur d'activité a vocation à avoir le plus d'impact possible, social ou environnemental. Voilà pour la présentation de Ring et l'alignement aux valeurs de l'EDEC. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, la présentation du fonds Generation Powered by EDEC avec Didier Kuhn, qui est alumni de l'EDEC et qui, avec une petite équipe de venture partners, porte ce projet depuis sa gestation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Didier Kuhn, je suis un diplômé de l'EDEC, un entrepreneur et un investisseur dans un assez grand nombre de startups. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi investir, pourquoi monter maintenant en fait ce fonds. Parce qu'en fait, c'est le moment parfait pour investir dans l'impact. Il y a une dynamique très forte entrepreneuriale, ça ne vous aura pas échappé. Dans cette dynamique entrepreneuriale très importante, il y a 2 sujets qui aujourd'hui émergent comme étant les plus dynamiques. Il y a l'IA, on a entendu parler, et il y a les sujets d'impact. Et donc, on a aujourd'hui une multiplication de projets qui sont un peu sur tous les domaines, que ce soit l'agriculture, la food tech, la mobilité, la ville durable, la dépollution, l'éducation, la santé. Donc, il y a énormément de projets qui sont en train de se monter, qui attirent aujourd'hui les meilleurs talents. Parce que si vous avez des enfants qui cherchent un job aujourd'hui, ou si vous regardez un petit peu autour de vous, dans les gens qui se posent des questions pour se réorienter professionnellement, ils cherchent aujourd'hui, il y a énormément d'attrait vers ces nouveaux projets d'impact. Donc, ces projets attirent les meilleurs talents et ils attirent aussi des investissements de plus en plus croissants. J'ai regardé une étude que France Digital a publiée, et sur les à peu près 1000 et quelques sociétés qui sont classées dans l'impact aujourd'hui, donc ça fait quand même 1000 sociétés, donc on a vraiment quelque chose de substantiel, de consistant et qui grossit de plus en plus. Il y a eu 8,3 milliards d'euros qui ont été levés par ces projets d'impact. Donc on a vraiment une dynamique d'un écosystème à impact qui est très très fort. Et pourquoi on a cette dynamique? C'est parce que
on voit émerger aujourd'hui des projets qui ne sont pas des petits projets associatifs. Ce sont des gros projets avec des gros potentiels, des grosses ambitions et avec des vrais business models. Et on est à un moment parfait parce qu'en fait, aujourd'hui, ces entreprises-là, ces startups qui sont en train d'émerger, elles répondent à des besoins qui sont pressants, qui sont immédiats et qui sont gigantesques. C'est le besoin des entreprises de transformer leur modèle vers des modèles plus durables. Et donc, je prends juste quelques exemples de sociétés qui sont dans le domaine de l'impact, qui existent et qui, je pense, illustrent bien en fait le potentiel de ces entreprises. Donc, vous avez par exemple des gens comme EcoVadis. J'ai pris plein de choses comme ça un peu au hasard, mais EcoVadis, ils ont levé plus de 500 millions. Vous avez des sociétés qui répondent aux nouveaux modes de consommation, aux nouvelles attentes des consommateurs d'avoir des solutions, de nouveaux produits et services, que ça soit avec l'économie circulaire, avec Back Market, que ça soit avec la chasse au gaspillage, avec des choses comme Too Good To Go. Vous avez des entreprises d'impact, des startups d'impact qui répondent aux besoins gigantesques de développer des infrastructures. On pense évidemment aux infrastructures dans l'énergie. Et je prends un titre d'exemple, Technique Solaire qui a d'ailleurs été fondée par 3EDEC. Ils ont annoncé la semaine dernière une levée de fonds de 200 millions d'euros, société qui se développe très fort et qui va pouvoir continuer à investir massivement dans le développement de ces solutions-là. Et puis vous avez des entreprises qui aujourd'hui, par leur innovation, apportent des nouvelles solutions, des nouveaux produits, de nouveaux services qui ouvrent des nouveaux marchés. Je prends là aussi, à titre d'exemple, Insect. Donc, c'est des aliments protéinés à base d'insectes qui a levé plus de 500 millions. Tout ça pour vous dire qu'on a une dynamique incroyable, on a des projets fabuleux avec des vrais modèles économiques. Et donc, aujourd'hui, on lance le fonds de génération Powered by EDEC pour répondre, pour saisir ces opportunités et pour accompagner ces opportunités. Donc maintenant, je vais vous dire à quoi ressemble un petit peu ce fonds et comment on l'a positionné. On veut créer un fonds de 40 millions d'euros qui est une taille qui est suffisamment importante pour pouvoir faire des investissements diversifiés dans la classe d'actifs qu'on cherche. On a décidé de se spécialiser sur une étape de l'investissement, dans le développement des sociétés, qui est ce qu'on appelle le pré-seed seed, c'est-à-dire c'est l'amorçage. On est tôt dans la vie des sociétés. Pré-seed, ça correspond à des entreprises qui ont un produit, un pré-produit et qui ont encore assez peu de revenus et doivent arriver au stade où ils ont un produit qui est mature, testé et adoubé par des clients. Et puis seed, c'est des sociétés qui, fort d'être arrivées à avoir ce produit testé par des clients, vont prouver qu'ils ont un vrai marché et qu'ils sont prêts à vraiment accélérer. Donc on va se spécialiser, investir dans ces sociétés tôt, jeunes, de projets porteurs à fort potentiel. On veut réaliser, on va dire, autour de 40 investissements, donc entre 30 et 50 investissements, parce que, évidemment, on investit sur des projets tôt, donc il y a une prise de risque pour des projets à fort potentiel. Et donc, il faut qu'on ait une diversification de projets suffisamment large pour pouvoir équilibrer le risque du portefeuille. On veut prendre des tickets, on veut investir dans les sociétés initialement entre 150 000 et 500 000 euros, suivant un petit peu l'avancée du projet. Ces tickets initiaux seront suivis pour les entreprises dans lesquelles on croit le plus et qui ont un développement le plus intéressant. On réabondera, on réinvestira dedans jusqu'à concurrence de 2 millions d'euros dans les projets les plus importants. On va être surtout sur des projets français, parce que c'est là c'est notre marché qu'on connaît le mieux, c'est là qu'est notre réseau et notre compétence, mais on aura des projets aussi qui seront à l'international, enfin en Europe, on va dire, et puis opportunistiquement, on va dire, on aura peut-être quelques projets qui seront un peu en dehors des géographies européennes. Un autre point fort, c'est qu'on va investir pas que dans les projets qui sont fondés par des EDEC. On veut investir dans les meilleurs projets à impact, dans les champions de l'impact de demain. Et pour ça, on veut choisir vraiment les meilleurs projets, quelle que soit la personne ou les personnes qui le portent. Et on va investir autour de 4 enjeux prioritaires. Je ne vais pas avoir tout à fait le temps de vous les décrire, mais c'est autour de la transition environnementale,
c'est autour de l'équité et l'inclusion, c'est donner la possibilité aux gens d'accéder à plus de services, que ce soit des services financiers, des services de santé, des services de formation, par exemple. On veut investir dans les thématiques de bien-être et de santé, c'est mieux manger, la médecine préventive, l'accès aux soins pour des personnes âgées, etc., etc. De la consommation responsable, qui est toutes les solutions de consommation de nouveaux produits qui vous permettent de substituer aujourd'hui des produits ou des services fortement carbonés ou fortement polluants par d'autres solutions. Donc, il y a plein de choses à faire. En fait, ça couvre un territoire gigantesque de solutions, mais voilà à peu près les 4 thématiques autour desquelles on va organiser nos investissements. L'élément important, c'est que aujourd'hui, ce fonds, il existe, il est là et on le déploie. On a une équipe, je laisserai Sandra présenter l'équipe juste après, mais on a une équipe qui est en place au sein de l'OG Sharing aujourd'hui. On reçoit un deal flow conséquent de sociétés. On a à peu près 10 dossiers par semaine aujourd'hui intéressants qu'on étudie. On a 5 projets sur lesquels on est avancé. Et je suis assez content, assez excité de vous partager aujourd'hui le premier investissement qu'on va réaliser avec Génération, qui est une société qui s'appelle Highlight. Alors pour l'instant, c'est non communiqué, donc je vous engage à garder pour cette annonce pour vous aujourd'hui. Mais Highlight aujourd'hui, on investit dans Highlight, qui est une formidable société. Et en 2 mots, Highlight, ce sont, comme vous pouvez à peu près le voir, ce sont des drones ballons dirigeables à l'hydrogène qui vont avoir un rôle primordial, qui est l'inspection des infrastructures électriques et gazières, notamment, pour s'assurer du bon état ou relever les problèmes. Aujourd'hui, vous prenez un exemple, Enedis a 2,4 millions de kilomètres de lignes électriques aériennes. Sur ces 2,4 millions de kilomètres, ils ont par obligation le devoir de les inspecter une fois tous les 3 ans. Donc, ils ont 800 000 kilomètres à couvrir. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils utilisent un hélicoptère, enfin plusieurs hélicoptères, j'imagine. Ils utilisent des hélicoptères pour pouvoir voler au-dessus de ces lignes et filmer en haute définition les lignes et voir et analyser après coup, en regardant les bandes, s'il y a des problèmes. Donc, vous avez des centaines de milliers, voire des millions de kilomètres qui sont réalisés par des hélicoptères aujourd'hui. Highlight, ces ballons dirigeables à hydrogène, piles à hydrogène, vont pouvoir remplacer ces hélicoptères, filmer avec une autonomie importante, donc couvrir des territoires très importants, et donc se substituer à ces hélicoptères qui sont non seulement polluants, génèrent beaucoup de bruit, et voilà, c'est clairement pas l'avenir. Donc Highlight, c'est une solution avec un potentiel qui est gigantesque, parce que là, je vous parle des lignes électriques de Enedis, mais il y a la haute tension de RDF, et puis ils sont capables de faire la même chose sur les pipelines. Et on ne parle pas là juste de la France, mais l'ambition, elle est au minimum européenne. Et donc, vous avez un champ de possibles et une taille de business qui est proprement gigantesque. Monté par des ingénieurs ultra smart, ultra habiles, ultra agiles. Et on investit dans ce tour à côté de pas mal d'autres investisseurs prestigieux. Je citerai juste, il y a Xavier Niel qui investit dans le projet, et il y a également un des cofondateurs de Tesla, c'est pas Musk, c'est Tarping, qui est aussi dedans. Donc c'est un projet qui est soutenu aussi par des investisseurs de renom. C'est notre premier projet, on en est hyper content, on pense que ça va être incroyable. Et voilà, donc c'est parti, et on compte sur vous pour écrire la suite de l'histoire. Je laisse la parole à Sandra pour présenter et l'équipe et l'écosystème dans lequel on veut inscrire ce fonds. Bonjour, je suis Sandra Armstrong et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour investir et délivrer la meilleure performance possible, nous avons créé une équipe d'investissement dédiée et expérimentée. Elle est grande, elle est composée de 9 personnes. Donc, vous voyez apparaître la photo de 9 personnes, 2 managing partners, Nicolas que vous avez écouté tout à l'heure, et Geoffroy, les 2 cofondateurs de Ring, créés en 2017, qui ont une expérience reconnue
dans le monde de l'investissement avec des multiples de performance élevés. Il travaille étroitement avec nos 3 seed investors, Gaspard et Sybille, et Félix, qui est en stage avec nous. Moi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de 4 venture partners, donc aux côtés de Didier, que vous venez d'écouter, Julia et Jean-François. Et pour ma part, je suis aussi grande donatrice, membre du board du fonds de dotation de l'EDEC depuis 5 ans. Et j'ai aujourd'hui la volonté de contribuer au rayonnement des valeurs entrepreneuriales de l'EDEC en m'investissant dans cette mission de venture partner. Alors, qui fait quoi? Comment nous répartissons-nous les rôles? L'équipe de managing partner et de seed investor, donc Nicolas, Geoffroy, Gaspard, Sybille et Félix, ont la responsabilité opérationnelle de toutes les étapes de la vie du fonds. On commence par le sourcing, l'analyse, la qualification des opportunités d'investissement, la décision d'investissement, bien sûr, l'exécution du deal. Ensuite, l'accompagnement des entrepreneurs dans la montée en puissance de leur entreprise. Et enfin, très important, délivrer la meilleure performance possible en cédant la prise de participation. Nous, les 4 venture partners, on a la responsabilité de la levée de fonds auprès de vous, chers alumni, la relation ensuite avec les souscripteurs alumni de l'EDEC, la responsabilité aussi de mettre en relation les entrepreneurs avec les mentors, les experts de la communauté EDEC et le sourcing des investissements. Alors, l'efficacité de cette équipe compte aussi et repose sur une contribution au quotidien de Maëlys et Justine, que je tiens vraiment à remercier très chaleureusement aujourd'hui. Elles jouent un rôle essentiel dans toutes les actions de communication auprès de l'écosystème fort et nombreux que représente l'EDEC. Elles ont évidemment la responsabilité de nous sourcer les meilleures pépites au sein du vivier des incubateurs EDEC. Et comme l'a dit Emmanuel, il y a 3 incubateurs EDEC, le campus Jean Arnaud, la station F et à Sophia Antipolis Tech Forward. Et puis, enfin, on s'appuie au quotidien, nous 9, sur les 20 salariés de Ring Capital qui ont donc une responsabilité et une expérience reconnue aujourd'hui dans le monde de l'impact. Nous avons la conviction profonde que l'intelligence collective d'une communauté engagée fera la différence. Alors, nous bénéficions au quotidien de la force de frappe de l'EDEC. L'EDEC, je rappelle, ce sont 3000 heures de cours enseignés chaque année sur le thème de l'entrepreneuriat. Ce sont 70 startups incubées et donc 300 étudiants accueillis. Et en plus, cette force de l'EDEC est associée à la force de Ring Capital qui, depuis 6 ans maintenant, constitue un écosystème indéniable, fort autour d'eux, autour de l'entrepreneuriat à impact. Ring a 4 fonds, comme l'a expliqué Nicolas, et il faudrait bien prendre conscience que ces 4 fonds sont tous alignés sur la même valeur, celle de l'impact. Notre ambition aujourd'hui est d'animer et de mobiliser une communauté d'alumni EDEC la plus large possible pour sourcer, analyser et accompagner. Donc, nous vous invitons à vous nous rejoindre, que vous soyez souscripteur avec du temps pour vous engager, que vous soyez mentor et que vous aimiez animer les startups et les accompagner dans le temps, ou que vous soyez expert, métier ou sectoriel, qui peut intervenir sur un sujet précis à un moment donné de la vie d'une entreprise. Nous vous aiderons, nous vous mettrons à disposition tous les outils pédagogiques de l'expertise académique de l'EDEC. Cet écosystème s'appuie aussi sur une force indéniable que Ring Capital. Ring a développé la Ring App, qui est une plateforme collaborative, propriétaire, qui permet un sourcing exhaustif, grâce à Sales Navigator sur LinkedIn, de tous les entrepreneurs à impact et de mobiliser, grâce à un outil CRM, ces entrepreneurs en temps réel. Nous vous invitons évidemment aujourd'hui à souscrire au fonds Generations. Et donc, ce fonds a une durée de 10 ans. 10 ans, soit 2 périodes de 5 ans. 5 ans pour investir, 5 ans pour réinvestir dans les startups les plus prometteuses et sur ces 5 dernières années également, céder les prises de participation au meilleur prix. Vous pouvez souscrire au fonds Generations en souscrivant à 2 types de parts, les parts A1 et les parts A2. Les parts A1 sont des parts classiques avec un ticket minimum à partir de 100 000 €, soit au fil des investissements, ce qui représente environ 20% par an sur 5 ans.
Nous avons voulu créer les parts A2 pour fédérer autour de nous le maximum de souscripteurs avec un ticket minimum de 30 000 euros, soit un appel de fonds de 3 fois 10 000 euros par an. Mais souscrire à la communauté Generations en tant qu'investisseur, c'est aussi rejoindre une aventure humaine. Nous allons créer de nombreux événements pour que vous soyez au plus près de la vie des entrepreneurs, vous puissiez partager leur vision, comprendre leur innovation, suivre le développement de leur entreprise. Nous allons aussi créer une page Notion où vous pourrez suivre un fil d'actualité et avoir accès aux informations les plus importantes des dossiers d'investissement. Et nous vous réunirons tous dans un groupe WhatsApp animé par l'équipe Generations. Alors, je vous remercie déjà tous. Vous êtes nombreux en tant qu'alumni à avoir souscrit au fonds Generations. Et vous m'excuserez, je ne vais pas citer tous, mais je vais citer certains qui sont très emblématiques de l'entrepreneuriat à l'EDEC, donc Vincent Huyet, fondateur de Malte, Patrick Amiel, fondateur de 321 Founded, Constantin Wolfram, cofondateur de Pumpkin, Timothée de Courcy, Alexandre Collinet et Isabelle Rouen, fondatrice de Colibri. Rejoignez-nous, ça veut dire comme première chose, pour ceux qui le souhaitent, inscrivez dans le chat de ce Zoom votre adresse email ou contactez en direct, grâce au mail qui est inscrit sur ce slide, Maëlys Gillet, qui est notre chef de projet fundraising. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, on est extrêmement enthousiaste et moi, comme directeur de l'EDEC, je suis particulièrement fier de pouvoir annoncer le lancement de ce fonds aujourd'hui, encore une fois, et comme je le disais en introduction, c'était un chaînon manquant, on l'attendait depuis plusieurs années, on en rêvait, et on est en train de le mettre en place. Alors je voudrais d'abord exprimer mes remerciements, bien sûr à Ring Capital et à Nicolas Sellier, mes remerciements également à Didier Kuhn, à Sandra Armstrong, que vous avez entendu aujourd'hui, mais aussi à Jean-François Drewski, Emmanuel Brunet, et maintenant Julia aussi qui nous rejoint, et puis à l'équipe effectivement de l'incubateur. Alors, 2-3 points pour terminer. D'abord, vous l'avez compris, c'est une question d'ADN, c'est une question d'impact, c'est une question de mission. Make an Impact, c'est quand même le slogan de l'EDEC depuis maintenant presque 10 ans. Et quelque part, là, il y a un alignement de planète sur quelque chose qui est vraiment en ligne avec la stratégie de l'école. La particularité de ce fonds aussi, c'est, et vous l'avez compris à travers les présentations, il va être en lien étroit avec l'école. Il va fonctionner en lien étroit avec l'école, ce qui n'est pas toujours le cas des fonds venture dans d'autres écoles françaises. On a vraiment choisi de faire en sorte qu'il y ait une grande proximité entre le fonds et l'école, et notamment l'incubateur ou une méthodologie alors qu'on appelle Responsible by Design, qui s'appelle RED en fait, méthodologie d'accompagnement précisément des startups à impact pour faciliter leur émergence, leur développement, leur croissance, en poursuivant finalement ces deux lièvres que sont d'une part la croissance profitable et puis d'autre part l'impact positif sur la société. Et puis enfin, je voudrais parler du rayonnement de l'école, et là on a une occasion, j'allais dire, historique. L'EDEC est plutôt dans un bon momentum, je crois, en termes de réalisation, de projets. On est en train de travailler sur notre prochain plan stratégique. Dans les classements, ça se traduit plutôt par une trajectoire ascendante. On a été classé troisième dans le magazine Challenge l'an dernier devant une école parisienne. On est surtout, et c'est surtout notre thermomètre, entré maintenant dans le top 10 européen du Financial Times, là aussi en troisième place pour ce qui est des écoles françaises. Top 10 du Financial Times dans lequel on veut évidemment durablement s'ancrer et rester. Et finalement, les fonds venture, c'est quand même un marqueur d'appartenance à une certaine classe d'école. En France, c'est HEC, c'est Polytechnique et c'est Centrale Subtélécom. Et finalement, si on arrive effectivement, après un premier closing à 20 millions et un deuxième closing à 40 millions, eh bien, on montrera que non seulement l'EDEC est une école entrepreneuriale, ce qu'elle est, mais aussi on montrera la puissance de l'école, la puissance de son réseau de diplômés, leur réussite et leur engagement concrète au service des entrepreneurs et au service des générations futures. Donc très concrètement, je compte sur vous pour aider l'EDEC à avoir toujours plus d'impact. Merci. On va maintenant prendre une série de questions et pour ça, je repasse la parole à Maëlys. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Enchantée Maëlys. Donc, je suis chef de projet fundraising sur le fonds et on était ravis de pouvoir vous présenter Génération Powered by EDEC ce soir. Comme le disait Emmanuel, nous allons pouvoir maintenant passer à une session de questions-réponses. Si vous êtes déjà nombreux
à avoir inscrit vos questions dans le chat. Nous avons une première question pour Nicolas Sellier. Nicolas, peux-tu nous réexpliquer comment est-ce qu'est analysé l'impact des startups dans lesquelles le fonds a pour objectif d'investir? Oui, tout à fait. Très bonne question. Il y a deux façons d'analyser l'impact. Le premier, pré-investissement, et après, il y a le suivi des critères, le suivi de l'impact pendant la durée de vie de l'accompagnement des sociétés. Pré-investissement, c'est simple. On investit dans des sociétés dont le cœur d'activité contribue à l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont comme avantage de commencer à être un référentiel qui commence à être connu par tout le monde. Après, on a 4 critères. On a l'intentionnalité du dirigeant. Est-ce que le dirigeant se lève le matin avec comme principal moteur la volonté d'avoir un impact et la conviction que la meilleure façon de maximiser cet impact, ce sera d'avoir une entreprise en forte croissance, très pérenne, qui traite, qui est dédiée à cet impact. Donc, intentionnalité, le potentiel, on investit dans les sociétés qui ont le plus gros potentiel de croissance et d'impact. Additionnalité, qui ont un impact qui est incrémental, qui n'est pas un impact qui sera pris à une autre entreprise ou à une association, à une collectivité, mais qui est incrémental. Et enfin, un impact qui soit mesurable. Si on a besoin de dépêcher une équipe de doctorants pour aller mesurer l'impact, on passe notre chemin. On a besoin on investit dans les sociétés qui ont un impact qui est mesurable. Et donc, dès l'étude du dossier, les directeurs d'investissement doivent identifier un critère d'impact, à minima, au moins un critère d'impact qui pourra faire l'objet d'audit et qui fera l'objet d'un business plan extra-financier qui sera évalué en parallèle avec le business plan et dont l'atteinte de ces objectifs d'impact sera évaluée chaque année. Je donne un titre d'exemple dans Highlight, donc dans le premier deal qu'on réalise. La mesure d'impact, ça sera le CO2 évité parce qu'on ne fait pas voler les hélicoptères. Et à titre d'exemple, les premières données, c'est qu'on va réduire par 20 la quantité de CO2 utilisée dans l'inspection des infrastructures gazières et électriques. Donc voilà le critère qu'on va regarder et qu'on a pris dans le cadre de Highlight. Merci à tous les deux. Pour continuer, Emmanuel, nous avons une question pour toi qui est inscrite dans le chat. Donc, pouvez-vous décrire en quoi ce fonds bénéficiera à l'EDEC sur un partage de frais ou du caride? Merci de la question, parce qu'effectivement, elle est importante. C'était une des raisons aussi pour lesquelles, on a créé ce fonds, deux, on l'a créé avec l'aide de la Fondation EDEC, et troisièmement, on souhaite vraiment, encore une fois, que ça serve la stratégie de l'école, pas seulement sur sa mission de servir les générations futures, mais aussi concrètement pour développer son financement. D'abord, je le rappelle, l'EDEC, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Donc, on n'est clairement pas là pour... l'EDEC, en tout cas, association, n'est pas là pour faire du profit ni servir des actionnaires. En revanche, elle ne s'interdit pas, l'EDEC, notamment via sa fondation, d'avoir des activités lucratives. Ça a été le cas de Scientific Beta, ce sera le cas demain, je l'espère, de Scientific Infra, qui est la petite sœur de Scientific Beta, qui est en train de se développer, et puis de ce fonds venture, effectivement, qui a pour vocation à générer des profits au service de la fondation qui a 4 grandes missions, effectivement financer, c'est sa principale, financer les bourses pour les étudiants, financer la recherche, financer la transformation pédagogique et financer l'entrepreneuriat. Donc oui, il y aura un retour, bien sûr, il y a tous les fonds qui auront été investis et par l'école et par la fondation, eh bien, les rendements et les gains iront à l'école. Et puis sur le CARID, la partie, il y a 50% du CARID qui reviendra en fait à l'école, notamment pour financer l'incubateur qui va être évidemment, et je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement partie prenante dans le développement du fonds. Merci Emmanuel. Nicolas, une nouvelle question pour toi. Donc, pouvez-vous éclaircir sur le statut juridique du fonds d'investissement et serait-il possible d'envisager d'abaisser les tickets d'entrée pour pouvoir élargir la souscription à un maximum d'investisseurs? Je te laisse répondre sur ce point. Alors, le fonds est un fonds qui est un statut français, qui est un FPCI, fonds professionnel d'investissement en capital, professionnel de capital investissement. C'est un fonds fiscal, c'est-à-dire que c'est un fonds qui ne paye pas d'impôts
Donc, toutes les distributions, tous les profits du fonds sont remontés aux investisseurs. Et c'est un fonds qui, pour des investisseurs particuliers, à partir du moment où ils s'engagent à ne pas toucher de plus-value pendant 5 ans, est un fonds qui est exempté d'impôt sur les plus-values, donc il est juste soumis à la CSG et CRDS. Le principe du fonds c'est un fonds qui est appelé, pour les gens qui investissent plus de 100 000 euros, qui est appelé au fur et à mesure qu'on fait des investissements, et on rend l'argent au fur et à mesure qu'on sort des sociétés, qu'on vend les sociétés. Et l'appel de fonds se fait, on a 5 ans pour appeler des fonds pour investir, pour constituer un portefeuille, et 5 ans pendant lesquels on peut réinvestir dans les sociétés qui en ont besoin, en tour B, tour C, dans les sociétés qui performent le mieux, et pour sortir et vendre ces investissements. Les tickets, hélas, ce n'est pas possible pour des sujets de réglementation à l'AMF d'accepter des tickets inférieurs à 30 000 euros. On n'est pas un fonds retail, on est un fonds professionnel qui gère essentiellement de l'argent de grandes familles ou d'institutionnels dans une optique de performance. Et du coup, le fonds n'a pas d'agrément pour ni la capacité à gérer beaucoup de petits tickets qui induirait un surcoût de commission de gestion et du coup une baisse de la performance, toutes choses égales par ailleurs. Merci Nicolas. Didier, une question sur la thèse du fonds d'investissement et sur un aspect très important. Est-ce que l'aspect tech des sociétés sera pris en compte dans le choix d'investissement des sociétés du portefeuille de génération? Oui, oui et non. C'est-à-dire, d'abord, ce qui nous intéresse, c'est le potentiel de la société et forcément l'innovation qu'elle va porter. Mais cette innovation, elle peut être alors tech digital, tech parce que c'est une nouvelle façon de faire quelque chose, parce que ce sont des nouveaux matériaux, parce que donc vous pouvez prendre de l'innovation dans l'agriculture, par exemple, avec des choses, de la micro-irrigation. C'est pas lié à un logiciel SaaS en tant que tel, mais par contre, il y a une innovation sur la façon dont c'est fait, sur la mesure et le réglage. Vous prenez je reprends l'exemple de Highlight. C'est une innovation qui à la fois porte sur le ballon en lui-même, c'est-à-dire les modes de propulsion qui sont utilisés, les membranes, la pile à hydrogène qui est faite pour pouvoir faire le combustible. Et puis, c'est une innovation sur le pilotage à distance de ces drones. Voilà. Donc, en fait, l'innovation, elle peut prendre 50 000 articulations, critères différents. Donc, ce qu'on va regarder, le potentiel, et ce qui est lié au potentiel, c'est évidemment voilà, l'innovation, ce que ça apporte en plus, en quoi ça change la donne, en quoi c'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est apporté. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement à la question, mais il y a plein de façons d'innover et peut-être pas que juste tech. Nicolas, une nouvelle question sur la structure du fonds. Quels sont les objectifs de performance du fonds? Et est-ce que le fonds est éligible à une réduction d'impôt en tant que FPCI? Alors, oui, les objectifs de performance sont de l'ordre de 20% de TRI. Alors, c'est un objectif, hein, et la façon dont on veut construire cette performance, c'est commencer par être assez discipliné, investir des petits tickets dans un grand nombre d'entreprises pour limiter le risque et maximiser la probabilité d'avoir des surperformeurs. Et ensuite, garder la moitié du fonds pour réinvestir dans les sociétés, les 10 à 15% des meilleurs performeurs, de façon à avoir une diversification des risques optimale, mais déployer le capital dans les meilleures sociétés, quitte à arrêter de soutenir certaines sociétés qui n'auront pas le potentiel. Une petite précision sur les montants, c'est de la question de tout à l'heure. C'est vrai qu'on a travaillé pour abaisser le seuil de 100 000 euros minimum appelé sur 10 ans à 30 000 euros. En revanche, c'est possible pour des gens qui sont à plusieurs de co-investir dans une holding ou de se mettre à plusieurs de façon à, si 4 personnes investissent
7 500 €, mais dans une holding à 30 000, on pourra bien évidemment les accueillir. Et dernière question sur les avantages fiscaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux niveaux d'avantages fiscaux. Le premier, le fonds ne paye pas d'IS. Donc, les revenus du fonds ne sont pas fiscalisés. 100% des revenus du fonds remontent à leurs investisseurs. Et leurs investisseurs, à partir du moment où ils s'engagent à laisser pendant 5 ans ne pas sortir d'argent pendant 5 ans, ils ont dans la 5e année du fonds, ils sont exemptés de taxes sur les plus-values. Donc, les profits sont uniquement soumis à la CSG et CRDS. Voilà. C'est clair. Et pour compléter, nous avons aussi une question, Nicolas, sur le fonds est-il ouvert à la souscription pour des résidents fiscaux hors France? Oui, tout à fait. Il est ouvert. Alors, évidemment, c'est une question d'équilibre. Si on avait 90% on a un agrément européen, si on avait 90% de souscripteurs équivalents de Singapour ou des États-Unis, on aurait un petit sujet de se mettre en norme avec le Singapour ou les États-Unis pour avoir des agréments de commercialisation dans ces pays-là. Mais oui, le fonds est ouvert à des souscripteurs de façon opportuniste, à des souscripteurs qui seraient hors Europe. Merci Nicolas. Didier, une nouvelle question sur le fonds. Comment sont sourcées les opportunités d'investissement? Ouais, super question. Bah, c'est un des nerfs de la guerre d'un bon fonds, c'est de trouver les bonnes sociétés. Et pour ça, en fait, il y a de multiples choses à faire. D'abord, on s'est adossé à Ring, qui est un des fonds, si ce n'est le fonds le plus emblématique de la place sur l'investissement d'impact. Donc, il a une renommée. Et donc, je pense qu'à peu près tout entrepreneur aujourd'hui qui monte une société dans l'impact a entendu parler de Ring et donc va se dire je vais l'adresser. Je vais adresser mon dossier à Ring, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on veut bénéficier, Sandra en parlait tout à l'heure, de l'écosystème, mais on pense que c'est quelque chose d'absolument capital, qui est s'appuyer sur vous tous, entrepreneurs, travaillant dans une société ou impliqués dans différentes choses. Vous pouvez et vous serez de plus en plus exposé à des gens qui sont en train de monter leur projet. Et ben, on va compter aussi sur vous pour que vous nous ameniez ces projets-là. Dans un fonds, très souvent, une partie assez significative des bons investissements, enfin des investissements et des bons investissements sont faits parce qu'ils ont été ramenés par la communauté des investisseurs, par la communauté qui gravite autour du fonds. Donc, c'est pour ça que cet aspect-là, il est fondamental. Et puis, on compte aussi sur tout ce qu'il y a vraiment dans l'EDEC, c'est-à-dire les incubateurs, les élèves qui vont sortir de l'école ou qui sont à l'école et qui veulent lancer quelque chose. Donc, on va faire feu de tout bois. L'équipe avec Sybille et Gaspard participent à beaucoup d'événements, des meet-up, des hackathons. Ils sont présents, ils vont voir tous les incubateurs de France et de Navarre, tous les salons, tous les événements où il y a des projets qui sont en train de se monter, qui se développent, qui se présentent, qui échangent. Voilà, donc c'est un gros travail, mais c'est un travail absolument capital et qui fait qu'on sera un bon fonds ou pas. Merci Didier. Au-delà de la communauté EDEC, côté Ring, pour préciser, on a d'autres fonds. On a un fonds de grosse capital développement impact, un fonds de venture capital Series A impact avec des équipes qui passent leur journée à chercher des deals impact et qui sont aussi très contributeurs au deal flow de Generation. Par exemple, le premier investissement de Generation était apporté par Daphné, qui est dans le fonds de Venture Impact. C'était trop jeune, c'était lucide, trop jeune pour le fonds de Venture, et donc spontanément, elle a apporté le deal flow à Generation. Deuxième point, on croit beaucoup que souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Les fonds qui investissent dans la tech ne sont pas du tout équipés de tech, elles sont encore à l'ère d'Excel. Nous, chez Ring, on investit beaucoup dans nos outils tech, comme le disait Sandra. On a un ancien
une personne, un CTO qui était un ancien responsable de la tech chez Criteo. On a un garçon qui est data scientist qui a monté l'équipe data science de Stuart. On a un lead dev à plein temps. Les 3 personnes qui codent pour développer des outils tech pour Ring. Et l'un de ces 2 outils, c'est faire des algorithmes qui vont détecter des signaux faibles et qui cherchent sur le web à identifier des jeunes sociétés à impact. Et puis ensuite, on a un système d'automation par LinkedIn, par mail, qui automatise le contact des CEO. Donc, on investit aussi une partie du deal flow vient de ces outils tech. Et de plus en plus, les algorithmes, l'apprentissage des algorithmes font que c'est des deal flows qui arrivent de la tech et de plus en plus pertinents. Et Nicolas, nous avons une question complémentaire. Génération investira-t-il aux côtés d'autres fonds d'investissement et notamment d'autres fonds potentiellement de Ring Capital aussi? Alors, d'autres fonds d'investissement, oui. Je pense que comme on est très en amont, c'est aussi une façon de limiter les risques pour le fonds de génération, de ne pas être tout seul à supporter le risque du développement et les investissements de développement d'une société. Donc, Didier le disait tout à l'heure, là, le premier fonds Highlight Areo, on est en co-investi avec Y Combinator, avec Xavier Niel, avec des cofondateurs de Tesla et de SpaceX, d'autres entrepreneurs. On n'est pas seul. On est très proche d'autres fonds de seed et on a l'avantage d'être très complémentaires. En étant uniquement centré sur des sujets impact, on n'est pas directement concurrent de ces bons fonds de seed et donc on est tout à fait compatible en termes d'ADN. Les fonds, sur la question de co-investissement avec les fonds de Ring, c'est pas l'ADN. Il y a les fonds de Ring, on a Génération, je pense, pour des sujets de clarté et pour éviter les conflits d'intérêts. Génération est principalement sur le seed et le pré-seed. On a un fonds de mission, Ring Mission, qui est plutôt sur les séries A, séries B. Et on a un fonds Ring Altitude, qui est sur des sociétés qui ont plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires rentables. Donc les ADN sont assez différents. Toutefois, il peut arriver que les sociétés tombent dans l'escarcelle à la limite de 2 fonds et que les 2 fonds souhaitent co-investir. Et dans ces cas-là, avec l'avis préalable pour éviter les conflits d'intérêts des comités consultatifs des organes de gouvernance des 2 fonds, doivent donner leur accord pour permettre un co-investissement entre Génération et un autre fonds de Ring. Et Didier, nous avons visiblement beaucoup d'entrepreneurs dans la session, un certain nombre de questions sur comment, en tant qu'entrepreneur, on peut postuler, candidater au fonds d'investissement. Je te laisse peut-être répondre sur ce point. C'est comment envoyer son dossier, c'est ça? Exactement. C'est une bonne question. Il faut envoyer ça à Ring Capital, à l'équipe d'investisseurs de Ring, que sont Gaspard et Sybille. Je n'ai pas leur adresse email là tout de suite, mais le mieux, c'est qu'on puisse l'afficher. Je ne sais pas si on peut le mettre dans le chat ou si on peut le communiquer après. Mais voilà, il faut envoyer un email avec la description, son dossier s'il y en a un, et ça rentrera dans le deal flow, ça sera traité. Donc pour tous les participants, en effet, ce soir, on enverra bien, suite à cette session, un mail comprenant le replay de ce webinaire, ainsi que toutes les informations de contact pour la souscription ou pour déposer des dossiers. Didier, en complément sur la question du stade de maturité pré-seed, qu'est-ce qu'on entend par pré-seed? Est-ce qu'il faut ou non, est-ce qu'il y a ou non un impératif de chiffre d'affaires pour les projets qui souhaitent candidater? Non, pré-seed, c'est vraiment. Il peut y avoir un peu de chiffre d'affaires et puis de temps en temps, il n'y en a pas. Ça dépend un peu. Ça dépend aussi un peu du type de société. Vous avez des sociétés qui sont en pré-seed, mais qui ont fait déjà un travail de développement de leurs produits, de leurs services. Et puis d'autres qui sont allés un peu plus vite sur la génération de revenus parce qu'il y a moins de travail à faire en amont de développement. Vous voyez, je reprends encore l'exemple Highlight parce qu'il est assez parlant. Highlight, ils ont aujourd'hui quasiment pas de revenus parce qu'ils ont passé déjà plus de 2 ans à développer la technologie du ballon, la technologie des moteurs qui propulsent, qui sont
qui sont axés sur des gyroscopes, ce qui permet d'orienter le ballon dans tous les sens, sur les membranes, sur la pile à hydrogène. Donc il y a beaucoup de travail en amont avant d'arriver sur un développement. Donc ça explique qu'en fait, ils sont pré-revenus. Et donc, en pré-seed, on peut être, dans un certain nombre de cas, pré-revenu. En seed, on est sur des boîtes qui ont commencé à générer du revenu et dont le but du seed, c'est de prouver qu'ils peuvent trouver vraiment leur marché et donc de prouver ce qu'on appelle le product market fit, donc leur adéquation avec le marché. Voilà, donc encore une fois, c'est dur de répondre de façon très générique parce qu'il y a presque autant de cas possibles qu'il y a de sociétés, de typologies, de business, etc. Donc, nous, on va regarder grosso modo tout ce qui est avant de zéro revenu jusqu'à 700 000 ou 1 million d'euros de revenus. Après, typiquement, une société qui va faire plus d'1 million de revenus commence à tomber plutôt dans la partie série A. Donc, tout projet intéressant, innovant, gros potentiel, une équipe déterminée à aller casser la baraque et qui fait moins d'1 million de revenus, on regarde avec super intérêt et qui fait de l'impact. Merci Didier. Sandra, nous avons quelques questions sur le calendrier au niveau du développement du fonds et de la souscription, notamment à partir de quand pouvons-nous souscrire au fonds et est-ce que les 30 000 euros ou 100 000 euros qui sont investis dès la première année ou au fil de l'investissement? Alors, rejoignez-nous au plus vite. Vous avez l'adresse email de Maëlys et je me ferai une joie de mettre en contact avec elle et de vous répondre directement. Je peux, pour ceux qui le souhaitent, faire des présentations plus détaillées en one-to-one et répondre à leurs questions spécifiques. C'est avec le plus grand plaisir. Et pour la deuxième partie de la question, en fait, je sais que c'est confusant pour vous, mais dites-vous que si vous investissez dans les parts A2, donc entre 30 000 et 100 000 euros, votre appel de fonds va se faire en 3 fois, donc sur 3 ans. Donc 30 000 euros, ça fait 3 fois 10 000. 75 000, ça fait 3 fois 25. Et c'est au fil des investissements, dans le sens où nous, on va déployer au fur et à mesure. Si on vous souscrivez donc à des parts 1-1 supérieures à 100 000 euros, donc là, on a décomposé les appels de fonds en 5 appels de fonds, donc 20% sur 5 ans. Alors, quand Didier parlait du premier investissement de Highlight, par exemple, il représente, pour être très précise, aujourd'hui 3% de la somme que nous avons déjà dans notre compte en banque. Mais au fur et à mesure, au fil des investissements, veut bien dire qu'on ne va pas pouvoir, sur les 40 prises de participation, vous faire 40 appels de fonds. Donc, on est obligé de vous dire que c'est au fur et à mesure, même si c'est donc 3 fois 3 appels de fonds sur les parts A2 et 5 appels de fonds sur les parts 1. Merci Sandra. Nicolas, nous avons un certain nombre de questions sur la gouvernance du fonds. Donc, pour en savoir plus sur comment sont prises les décisions dans le fonds et comment est composé le comité d'investissement qui donne son avis. Très bien, très bonne question également. Alors, la gouvernance du fonds pour des questions réglementaires, c'est Ring qui prend les décisions. Donc, c'est l'équipe de Ring au sens large, chaque membre de l'équipe d'investissement du fonds Génération, donc Sybille, Gaspard, Geoffroy et moi-même, portons la décision. Toutefois, on associe de façon très intime les venture partners par des réunions hebdomadaires pour revoir le deal flow avec eux. Et les venture partners ont de facto une voix au chapitre. C'est une voix qui est une voix consultative de façon réglementaire, une voix consultative, mais qu'on écoute avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Et par ailleurs, évidemment, l'EDEC est aussi informé, sollicité avant chaque investissement pour s'assurer qu'un investissement ne puisse pas être néfaste ou contrevenir à la responsabilité de l'EDEC ou à l'image de l'EDEC. Donc l'EDEC ne décide pas des investissements, mais on est très vigilant à faire des investissements qui n'aillent pas qui solliciter l'avis de l'EDEC sur les investissements, pour ne pas faire des investissements qui heurteraient la stratégie ou l'image ou qui feraient prendre un risque de réputation sur l'EDEC, même si j'espère et je pense que cela n'arrivera pas. C'est une façon de s'assurer qu'on est bien en cohérence et que l'ensemble des parties prenantes sont derrière chaque décision d'investissement.
Et en complément, est-ce que Nicolas, tu peux préciser comment est fait le reporting auprès des investisseurs et à quelle fréquence il est fait? Bien sûr. Alors, le principe d'un fonds, si on est là encore après 6 ans de présence, c'est la transparence. C'est dire les mauvaises nouvelles comme les bonnes nouvelles. Le principe de reporting est très simple. On a des formats de reporting trimestriels. Donc, tous les trimestres, on informe les investisseurs des nouveaux investissements, de la performance de ces investissements, des faits marquants du portefeuille et de la société de gestion. On a un rapport annuel tous les ans, on a un rapport ESG aussi tous les ans, et on organise tous les ans une assemblée avec tous les porteurs de parts, donc tous les alumni et les parties prenantes, les decks, pour à la fois pouvoir permettre de rencontrer les investisseurs, échanger, faire à l'oral ce reporting annuel, et que cette assemblée générale soit aussi l'occasion de faire la fête, de se voir, de networker, de revoir ses amis, de constituer, de donner corps à cette communauté qu'on souhaite construire autour de Ring Generation et qui cible les alumni de l'EDEC, les professeurs, l'école et les partenaires proches de l'EDEC pour que co-investir ensemble pour développer l'entrepreneuriat impact soit aussi une raison de s'enrichir des échanges des uns et des autres. Et nous allons peut-être prendre une dernière question, Nicolas. Est-il possible, hormis les investisseurs individuels ou privés, d'investir en tant qu'institutionnel dans le fonds? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il est tout à fait possible d'investir. Oui, bien sûr. Vas-y, Didier. Non, c'est juste. Non, il est tout à fait possible. Les institutionnels et les holdings et les personnes morales peuvent investir et aussi il y a des conditions fiscales assez favorables. Merci à tous. Nous allons pouvoir conclure ce webinaire de présentation maintenant. Nous vous remercions tous chaleureusement pour votre participation ce soir. Vous recevrez prochainement un mail récapitulant les informations qu'on vous a transmises lors de ce webinaire, ainsi que les différents contacts des intervenants et les contacts pour pouvoir poser un dossier ou évidemment souscrire au fonds Génération Powered by EDEC. Un replay vous sera aussi communiqué très prochainement. Et pour toutes les questions pour lesquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui par manque de temps, nous reviendrons vers vous par mail directement dans les prochains jours. Un grand merci à tous et à très bientôt.